Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers l'aéroport de Schiphol, Il Amsterdam. faut attacher votre ceinture, monsieur. Merci. La routine d'un vol commercial se préparant à atterrir à Amsterdam, Vous serez mieux. l'un des plus grands aéroports européens. Amsterdam de Turkish 1951, descendons à 7000, vitesse 250. L'avion est un Boeing 737, un des appareils les plus répandus dans le monde. Voler à 15. ILS activé. ILS capturé. Une météo apparemment correcte, un avion récent, une approche sans difficulté, et puis en quelques secondes, tout bascule et l'appareil se met en chute libre. Voici l'histoire du vol Turkish 1951. We are in an emergency. Dans la matinée du 25 février 2009, pour la première fois depuis plus de 10 ans, un accident d'avion survient à proximité de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Ik denk eigenlijk van, hey, ik ga zo landen, want de vliegtuig die gaat landen en dan... Le vol 1951 de Turkish Airlines s'est écrasé en plein champ, à 1,5 km au nord de la piste 18. En quelques minutes, les secours aéroportuaires sont sur les lieux du crash. On ne compte que 9 décès sur les 135 personnes à bord, mais certains sont grièvement blessés. Tous sont directement évacués vers les hôpitaux les plus proches, alors que les images de l'accident font déjà la une des médias. Les premières constatations laissent planer un épais mystère. L'avion s'est brutalement écrasé au sol à quelques centaines de mètres de la piste, sans raison apparente. Très rapidement, les enquêteurs néerlandais du bureau d'enquête sur la sécurité des vols arrivent sur place. Mais ils ne vont pas mener seuls les investigations. En effet, le Bureau national de la sécurité des transports américain envoie lui aussi un enquêteur. Il s'appelle Joe Seder. Vous procédez au premier relevé. Oui, je m'occupe d'ici. Très bien, et soyez précis. Oui, bien sûr. À plus tard. Même si l'appareil accidenté comme celui de Turkish Airlines n'est pas un avion immatriculé aux États-Unis, sa conception et la fabrication de la cellule et des moteurs sont d'origine américaine. Le fuselage est en 3 morceaux, les moteurs sont retrouvés plus en avant par rapport à l'épave. L'appareil est un modèle de dernière génération. Il s'agit d'un Boeing 737-800, un biréacteur court-moyen courrier qui connaît un grand succès auprès des compagnies aériennes. Le 737 nouvelle génération est le meilleur avion que Boeing ait conçu. Nous avons développé un appareil avec un rayon d'action amélioré, une avionique plus performante et des systèmes plus simples nécessitant moins d'entretien. D'emblée, les enquêteurs ont une forte pression sur les épaules. Près de 5000 Boeing 737 volent de par le monde. Et chaque jour, ils transportent plus de 500 000 passagers. Il est impératif de découvrir le plus rapidement possible l'origine de l'accident. Car si l'avion est impliqué, il faut immédiatement prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition d'une telle catastrophe. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont que peu de certitudes. Le vol 1951 à destination d'Amsterdam venait d'Istanbul, en Turquie, et comptait à son bord 135 passagers, dont, par le plus grand des hasards, 4 ingénieurs de chez Boeing, le constructeur de l'avion. Excusez-moi, vous devez attacher votre Commençons notre ceinture, descente monsieur. vers l'aéroport de Schiphol, Amsterdam. Il faut vous attacher, Merci monsieur. de redresser Merci. votre siège et de remonter la tablette Monsieur, située vous devant devez vous. vous attacher. Au début de l'approche, tout semblait aller parfaitement bien à bord. Malheureusement, les pilotes ont été tués dans l'accident, ainsi que 3 des 4 ingénieurs de chez Boeing. Leurs témoignages feront cruellement défaut. Il faudrait des clichés aériens du lieu de l'accident. De prime abord, l'accident présente de troublantes similitudes avec un autre crash, celui du British Giro 38 survenu à Londres. À peu près 1 an auparavant, à Heathrow, il y a eu ce crash juste avant la piste d'un 777 qui avait perdu ses 2 moteurs. Miraculeusement, l'accident n'avait pas fait de victimes. L'avion avait fini sa course dans la Luzerne et le fuselage était demeuré intact. Durant l'approche finale, les 2 moteurs avaient refusé de passer à plein régime comme le demandaient les pilotes.
Et l'enquête sur cet accident au moment du crash d'Amsterdam n'avait toujours pas découvert l'origine du problème. Dans les débris du 737 de Turkish Airlines, les enquêteurs peuvent facilement étudier les deux moteurs, demeurés presque intacts. Et ils récupèrent surtout les deux boîtes noires, retrouvées en très bon état. Sans oublier les témoignages des passagers. D'après ces derniers, tout s'est déroulé normalement jusqu'au moment où, brutalement, l'avion est tombé avant de s'écraser. Ce que confirme d'ailleurs la disposition au sol des morceaux de l'appareil. Les débris ne sont pas épars mais regroupés, indiquant que la vitesse de l'avion au moment du choc devait être très lente. La façon dont l'avion s'est écrasé laissait penser qu'il s'agissait certainement d'une perte de contrôle lors de la phase d'atterrissage. Pour les enquêteurs, les premiers suspects sont les deux moteurs de l'avion. Le problème des moteurs était à première vue, pour moi, un enjeu majeur. Étonnamment, aucun incendie ne s'est déclenché lors de l'accident. Généralement, le kérosène des réservoirs s'enflamme lors d'un tel impact, à condition évidemment qu'il reste du kérosène dans les réservoirs. Le vol 1951 serait-il tombé en panne sèche ? Ce fut l'une de mes premières interrogations. Est-ce que cet avion avait assez de carburant? Parce que sinon, comment un 737 peut-il littéralement tomber du ciel lors de son approche de l'aéroport? Mais un premier examen des moteurs laisse penser qu'ils ont fonctionné normalement jusqu'à la fin. On dirait qu'ils étaient encore en marche. Quand nous avons vu où les moteurs avaient fini leur course, nous nous sommes dit qu'ils devaient être encore en train de produire une poussée lors de l'impact. Ils étaient bien trop en avant par rapport au reste de l'épave. Ce fut notre première conclusion. Et de fait, les boîtes noires confirment que les deux moteurs fonctionnaient durant les dernières secondes du vol. Il restait plein de carburant. On oublie cette piste. Les boîtes noires confirment qu'il restait plusieurs tonnes de kérosène à bord de l'appareil. Le vol 1951 ne s'est donc pas retrouvé en panne sèche. Un autre élément relaté par les passagers intrigue alors les enquêteurs. Plusieurs témoignages font état de turbulences juste avant le crash. Un indice qui pourrait trahir la présence d'un coupable potentiel, la micro-rafale. C'est un courant d'air vertical descendant violemment d'une cellule orageuse et capable de plaquer un avion au sol. Si un avion à la vitesse d'approche en rencontre une, il n'a aucune chance de lui résister. Il tombera du ciel. Et c'est l'hypothèse à laquelle nous avons tous pensé au début. Y avait-il eu une micro-rafale? C'est déjà arrivé dans le passé. En 1985, un avion de la compagnie américaine Delta fut pris dans une micro-rafale lors de son approche finale à l'aéroport de Dallas. L'appareil fut plaqué au sol et 137 personnes y laissèrent la vie. En épluchant la météo du 25 février, les enquêteurs découvrent la présence de nuages menaçants à la verticale de l'aéroport de Schiphol. La théorie de la micro-rafale devient alors plausible. Une théorie facile à vérifier, puisque les boîtes noires enregistrent, entre autres, la vitesse du vent. Il faut juste attendre l'analyse des enregistrements. Entre-temps, les secouristes rapportent aux enquêteurs une information étonnante. Il y avait 3 pilotes dans la cabine de pilotage, ce qui est inhabituel dans un poste conçu pour 2 pilotes. Pourquoi étaient-ils 3 ? Là aussi, les boîtes noires, et notamment l'écoute de l'enregistreur de conversation dans le poste, devraient éclairer les enquêteurs. Très rapidement, les 2 boîtes ont été envoyées au laboratoire pour analyse. À la façon dont l'avion s'est écrasé, il n'a pas été difficile d'accéder aux boîtes noires et la qualité de ces enregistrements était parfaite. Le mystère de la présence du 3e pilote est rapidement éclairci. Itinéraire d'arrivée standard. Visibilité 3500 mètres. Allons descendre à 2500 pieds. En fait, le copilote, Murat Sezer, était nouveau dans la compagnie et se formait à l'approche compliquée de l'aéroport de Schiphol où il allait se poser pour la première fois. Sur les cartes GPZen, il y a 102 pages consacrées uniquement à l'aéroport de Schiphol, avec la présentation de dizaines de techniques d'approche. Les pilotes les consultent avant leur arrivée et départ de cet aéroport. La piste 1-8 droite possède 3 sorties grande vitesse sur la gauche. Conséquence, le commandant a 2 fois plus de travail. D'une part, il forme son copilote qui est aux commandes. Faites quelques ajustements pour la phase d'approche. Et d'autre part, il assure la radio et surveille l'approche compliquée sur Amsterdam.
C'est à cause de la surcharge de travail qu'en sécurité, un troisième pilote est présent dans le poste. Olgay Özgür est juste là pour vérifier que tout se déroule normalement. La présence de ce pilote servait à assurer une surveillance supplémentaire, dans le cas où le commandant et son copilote seraient concentrés sur une manœuvre d'entraînement. L'enregistrement est de bonne qualité? L'enregistrement des conversations prouve que les trois pilotes ont commencé leurs préparatifs pour l'atterrissage à 8500 pieds d'altitude, plus de 2500 mètres. Amsterdam de Turkish 1951, descendons à 7000, vitesse 250. Mais les micros ont également capté un bruit insolite, celui d'une alarme, qui à ce stade du vol n'a aucune raison de se déclencher. Un des enquêteurs de Boeing, un ancien pilote ingénieur en structure, est venu apporter son aide à l'étude des bandes. On lui a fait écouter les enregistrements et demander s'il entendait quelque chose d'anormal. Vitesse correcte pour ILS 1-8 droite. Descente à 4000, ILS piste 1-8 droite. Cette alarme est celle du train d'atterrissage et elle continue de sonner. Et visiblement, le commandant Harrison l'ignore totalement. Turkish 1951, descendons à 4000, ILS 1-8 droite. Ah, le train d'atterrissage. C'est le train d'atterrissage qui sonne? Ils sont à 8300 pieds là. Cette alarme est un indice de taille, même si pour l'instant les enquêteurs ne voient pas son rapport direct avec l'accident. Elle doit signaler au pilote que le train d'atterrissage n'est pas sorti à l'approche du sol. Mais à l'altitude à laquelle l'appareil se trouve, cela n'a aucun sens. Dès la première écoute, on a entendu l'alarme du train d'atterrissage retentir comme si l'avion était en phase d'approche, alors qu'il était encore à environ 10 000 pieds d'altitude. Enfin, l'analyse de la deuxième boîte noire est communiquée aux enquêteurs. Cette dernière enregistre plusieurs centaines de paramètres. Premier constat, l'avion n'a pas été plaqué au sol par une micro-rafale. Aucun signe de micro-rafale. Deuxième constat, l'alarme de non-sortie du train d'atterrissage s'est déclenchée car la sonde altimétrique de l'avion a cru que l'appareil était déjà au sol. Quand nous avons regardé les données de la sonde altimétrique, il était indiqué 8000 pieds, mais tout de suite après, elle indiquait -8. Et -8 pieds signifie que l'appareil est posé, alors que là, il est encore à 2000 pieds d'altitude. Comme tous les avions de ligne, le Boeing 737 possède deux instruments pour mesurer l'altitude. Le premier est le traditionnel altimètre, qui mesure la pression atmosphérique et en déduit l'altitude, qui s'affiche sur les écrans du tableau de bord. Calé, monsieur. Le deuxième est la sonde altimétrique. C'est un petit émetteur-récepteur composé de 4 antennes. Les deux premières émettent un signal vers le sol, les deux dernières détectent l'écho de ce signal et déterminent précisément l'altitude de l'avion. C'est précis. Très, très précis. L'altimètre mesurant la pression de l'air peut parfois être moins précis que la sonde altimétrique qui, elle, l'est à 100%, si elle fonctionne correctement. 2 des 4 antennes alimentent le tableau de bord du copilote. Les 2 autres alimentent celui du commandant de bord. Dans le cas du vol 1951, les enquêteurs constatent que le radioaltimètre du commandant est défaillant. Durant la totalité du vol, il indique des altitudes totalement fantaisistes. Amsterdam de Turkish 1951, descendons à 7000, vitesse 250. C'est le radioaltimètre. Le commandant Harrison semble d'ailleurs l'avoir compris puisqu'il en parle à haute voix. L'avion croyait qu'il allait bientôt toucher le sol et que son train d'atterrissage n'était pas encore sorti. Mais le commandant s'était rendu compte que le problème venait du radioaltimètre. Il se disait donc, c'est juste le radioaltimètre. Durant toute l'approche de Schiphol, le radioaltimètre du commandant a affiché une altitude de -8 pieds, déclenchant ainsi l'alarme de non-sortie du train d'atterrissage. Ils ont traité cela comme une nuisance. Turkish 1951, descendez à 2000. 2000, vol 1951.
Les enquêteurs poursuivent leurs recherches sur les dernières minutes du vol. Le contrôleur aérien a amené l'avion dans l'axe de la piste pour une approche finale à environ 7 km de l'aéroport. Turkish 1951, virez à gauche 2 unités 0. Approche unité 8, droite autorisée. Gauche 2 unités 0, ILS correct. Turkish 1951. À 2 unités 0, monsieur. Après ce dernier virage, l'appareil est maintenant face à la piste. Celle-ci est équipée d'un ILS. L'ILS est un système d'atterrissage aux instruments. Il permet de poser un avion avec une visibilité très réduite. Il se compose de 2 émetteurs installés au sol. Le premier indique à l'avion l'axe de la piste, le second lui indique le plan de descente. Sur le tableau de bord, l'ILS se présente sous la forme d'un cadran avec 2 aiguilles. La verticale indique la position de l'avion par rapport à l'axe de la piste, l'horizontale indique sa position par rapport au plan de descente. Ainsi, même sans visibilité, un pilote en maintenant les 2 aiguilles parfaitement centrées va amener son avion au seuil de la piste en toute sécurité. Souvent, ce type d'approche se fait en pilotage automatique, les pilotes ne reprenant le contrôle manuel de l'avion qu'1 ou 2 minutes avant l'atterrissage. L'ILS est assez facile à suivre. On dirait un jeu vidéo. Ma fille a un jeu de simulation de vol et elle peut faire atterrir un 737 en suivant l'ILS. Installé en finale, l'équipage finit de préparer son avion pour l'atterrissage et reste imperturbable face à l'alarme générée par le radioaltimètre défaillant. Volet 15. Depuis déjà un petit moment, le vol 1951 a accroché le signal de l'ILS. ILS activé. On est dans l'axe, c'est bon. À ce moment, le 3e pilote, Olge Özgür, rappelle au commandant le problème de la sonde altimétrique. Nous avons un altimètre défectueux, monsieur. Ok. Turkish 1951. Piste unité 8 droite. Autorisation d'atterrir. Autorisation d'atterrir, merci. Pour les enquêteurs, cette histoire de fausse alarme commence à ressembler à une fausse piste. L'équipage avait conscience de la défaillance d'un instrument, et alarme ou pas alarme, rien de tout cela ne peut en l'état expliquer le crash. Tout le principe de la sécurité dans un avion repose sur l'idée que même en présence d'un certain nombre de défaillances mécaniques, on doit toujours pouvoir arriver sain et sauf à destination. Cela influe sur la manière dont nous concevons les avions et la façon dont nous les pilotons. Le radioaltimètre n'est qu'un instrument de vol. Il n'est pas admissible qu'un seul instrument, s'il est défectueux, puisse laisser craindre que l'avion va s'écraser. Les enquêteurs décident alors de creuser dans une autre direction et s'intéressent au contrôle aérien. Voici les données. L'équipage turc aurait-il reçu de mauvaises consignes? Merci. Je vous en prie. L'enregistrement des échanges entre les pilotes et les contrôleurs sont écoutés avec minutie. Descendez à 4000. Vitesse correcte pour ILS. Unité 8 droite. Turkish 1951, descendez à 2000. Turkish 1951. Virez à gauche au 2 unité 0. Approche autorisée. Unité 8 droite. Il ressort que sur instruction du contrôleur, l'équipage a effectué son dernier virage trop près du seuil de piste. Pour l'intercepter correctement, ils auraient dû être là. Les règles internationales recommandent d'accrocher le plan de descente de l'ILS par en dessous. Ceci afin d'éviter aux pilotes d'avoir à effectuer des corrections de trajectoire importantes juste avant de se poser. Pour intercepter le signal, ils devaient descendre. Mais le contrôle aérien a amené le vol 1951 largement au-dessus du plan de descente. C'est toutefois une pratique courante à Schiphol pour accélérer le trafic. Comme ils étaient tout près, ils ont dû capturer les signaux de la pente d'approche par le dessus. Même si cette manœuvre est peu pratiquée, elle est réalisable si elle est conduite correctement. Mais arriver sur la pente d'approche par le dessus pose une difficulté supplémentaire. L'avion va devoir descendre plus rapidement tout en réduisant sa vitesse.
On appelle également cela une descente précipitée. Certains pilotes aiment ça et d'autres non. C'est un peu plus délicat, les actions s'enchaînent plus vite. Vous êtes au-dessus de la pente d'approche et vous devez faire une approche courte pour intercepter les signaux. C'est un peu un défi pour certains pilotes. Bref, une approche par le haut demande une totale concentration de la part des pilotes. J'ai atterri à Schiphol des dizaines de fois et j'attendais ce moment-là. Mais visiblement, d'après les conversations dans le poste, la manœuvre imposée par le contrôle n'a pas eu l'air de trop perturber l'équipage. Ils sont à 5 km de la piste d'atterrissage. 1000 pieds. Vérifié. Volet à 40. Aérofrein. Aérofrein armé. Voyant vert. Une chose à la fois. Train d'atterrissage. Train sorti, 3 vertes. Volet. Volet à 40. Voyant vert. 500. Tout voyant allumé. Prévenez le personnel de bord. PNC, regagnez vos sièges. Et soudain, les ennuis commencent avec l'alarme de décrochage. La vitesse, monsieur. Ce contrôle. 100 nœuds, monsieur. En quelques secondes, le commandant reprend les commandes et essaie de se battre pour sauver son avion. Mais il n'est qu'à 400 pieds d'altitude, même pas 150 mètres. Il n'a plus le temps pour réagir et éviter le crash. Turkish 1951. Les discussions dans le poste le prouvent. Turkish 1951. L'équipage a préparé trop tardivement son appareil pour l'atterrissage. Volet. Le règlement de la plupart des compagnies aériennes, y compris Turkish Airlines, impose aux pilotes la stabilisation de la trajectoire et l'achèvement des checklists avant de descendre sous la barre des 1000 pieds. En situation de pilotage, on attend de vous qu'à 1000 pieds, vous ayez terminé votre préparation, que l'avion soit configuré, que vous ayez ralenti, que vous ayez terminé vos checklists et que vous ayez reçu votre autorisation d'atterrissage. Et qu'ainsi, sous cette barre, vous soyez tout à vos instruments et concentrés sur la piste. Prévenez le personnel de bord. Entendu. PNC, regagnez vos sièges. Sur le vol 1951, c'était loin d'être le cas. À 400 pieds d'altitude, l'équipage était encore en train de préparer l'atterrissage. L'approche n'était pas stabilisée. Et comme l'avion n'était pas stabilisé, les pilotes ont été dépassés par tout ce qu'ils ont eu à gérer pendant les dernières secondes du vol. Récapitulons. Le radioaltimètre était hors service, l'alarme de train se déclenchait à tort, le copilote en formation était aux commandes et l'équipage était en retard dans sa préparation de l'atterrissage. Tout cela peut créer un contexte, mais pour l'instant, n'explique en rien la cause de l'accident. Dans ce genre d'accident, vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe dans la tête des pilotes. C'est très frustrant. En vérifiant les paramètres moteurs enregistrés par les boîtes noires, les enquêteurs s'aperçoivent alors d'un fait insolite. Durant les dernières secondes du vol, les moteurs étaient au ralenti. Exactement comme dans le cas du vol British Airways à Heathrow. Il est surprenant de constater que les moteurs tournaient au ralenti durant les 2 dernières minutes du vol et qu'au tout dernier moment, on a de nouveau augmenté la poussée. Ce fut l'alerte rouge. La question était de savoir pourquoi. Mais la similitude avec l'accident d'Heathrow s'arrête là. Mode atterrissage. Dans le cas du vol 1951, l'ordinateur de bord a cru que l'avion était sur le point d'atterrir, alors qu'il était encore à plus de 1000 pieds. C'est lui qui, automatiquement, a réduit les gaz et a commencé à cabrer l'appareil pour effectuer un arrondi. Un avion adopte habituellement cette position à quelques mètres au-dessus du sol, durant les dernières secondes du vol. Le pilote automatique relève le nez de l'appareil pour freiner la descente. L'automanette réduit la puissance au maximum et vous vous posez au sol en mode ralenti ou presque. Mais le vol 1951, lui, s'est retrouvé dans cette position à plus de 120 mètres d'altitude. Vitesse, monsieur. Vitesse. Se posent alors deux questions. Pourquoi l'ordinateur est-il passé en mode atterrissage ? Et pourquoi les 3 pilotes n'ont pas remarqué plus tôt que leur vitesse était en train de chuter et qu'ils allaient droit vers un décrochage? Alors ?
Que s'est-il passé quand les moteurs se sont mis au ralenti? En fait, tout semble débuter avec la défaillance du radioaltimètre. Nous avons dû appréhender le système dans son ensemble pour voir comment ce -8 avait pu affecter les autres systèmes de l'appareil. Ce fut vraiment une partie importante de l'enquête. Nous devions comprendre comment le pilote automatique avait interprété cette information et, plus important encore, comment l'automanette avait elle aussi interprété cette information. L'ordinateur qui contrôle l'avion se compose de deux parties distinctes, le pilotage automatique et le calculateur de poussée appelé aussi l'automanette. C'est lui qui détermine la puissance que les moteurs doivent délivrer, alors que le pilote automatique maîtrise le cap et l'altitude. Les deux systèmes fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, et un seul des deux radioaltimètres alimente le calculateur de poussée. Pour cela, j'ai dû apprendre tout ce qui concernait le radioaltimètre et l'automanette, chose que je ne connaissais pas avant. Le puzzle commence à s'assembler quand les enquêteurs font le lien entre la panne du radioaltimètre du commandant et la puissance des moteurs. Le radioaltimètre côté commandant envoie ses informations à l'automanette. Le radioaltimètre, couplé à l'automanette, était celui du commandant. Celui qui, durant toute la durée de l'approche, affichait une altitude de -8 pieds, induisant en erreur l'ordinateur de bord, qui s'est alors cru au sol. Les enquêteurs s'interrogent dorénavant sur l'origine de la panne de ce radioaltimètre. Sur le 737, les antennes émettrices et réceptrices des deux radioaltimètres sont situées sur le fuselage, juste sous le poste de pilotage. 3 des 4 antennes furent détruites lors de l'accident. Et la seule antenne retrouvée intacte fonctionnait, semble-t-il, correctement. Impossible donc d'avoir une certitude sur l'état de marche de l'ensemble des antennes. Les deux émetteurs-récepteurs, eux, en revanche, fonctionnaient correctement. Par contre, en effectuant des recherches dans les cahiers de maintenance, les enquêteurs s'aperçoivent qu'ils ne sont pas d'origine. Turkish Airlines, pour une raison inconnue, avait dû les changer. Cette découverte ouvre une nouvelle piste pour l'enquête. L'aspect maintenance de l'appareil a été celui qui nous a demandé le plus de recherches. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Je vais vous montrer. Les enquêteurs décident de mener des investigations plus approfondies à l'atelier de maintenance et s'aperçoivent, au vu des registres, que le radioaltimètre défaillant n'en était pas à sa première panne. Nous nous sommes procurés des données complémentaires auprès de Turkish Airlines, qui montraient que sur environ 1000 vols, 150 avaient été effectués avec un radioaltimètre défectueux. D'après les archives, un peu plus d'1 an avant l'accident, la maintenance avait changé les deux ordinateurs de bord à cause de lectures erronées. Et bizarrement, une de ces lectures erronées concernait le radioaltimètre du commandant, qui, déjà à l'époque, affichait une altitude de -8 pieds. Cela nous indiquait donc que le problème existait déjà. Il ne s'était pas seulement présenté sur ce vol. Malgré le changement des ordinateurs de bord, cette lecture erronée s'était poursuivie. Les mécaniciens avaient changé une deuxième fois les ordinateurs et même les antennes, sans jamais réussir à régler le problème. Pire, le problème existait sur plusieurs des 52 Boeing 737-800 présents dans la flotte de Turkish Airlines. C'est sur la page 93. Quand nous avons réétudié le rapport de maintenance, nous avons constaté que les problèmes du radioaltimètre avaient été signalés à plusieurs reprises sur l'appareil accidenté, mais aussi sur d'autres appareils de la flotte. L'année qui a précédé le crash, la maintenance de Turkish Airlines a enregistré 235 défaillances de radioaltimètre sur ces Boeing 737-800. Et les techniciens n'ont pas ménagé leur peine. Ils ont changé les antennes, remplacé les ordinateurs, réinitialisé les systèmes, réétanchéifié l'ensemble du dispositif pour éviter tout court-circuit lié à l'humidité. Sans résultat. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient rien fait.
Le personnel de maintenance de Turkish Airlines savait que la défaillance de radioaltimètre était pour eux un problème récurrent. L'appareil qui assurait le vol 1951 avait à lui seul subi 16 interventions des techniciens de maintenance pour réparer le radioaltimètre. Les enquêteurs sont presque surpris qu'un problème aussi récurrent sur autant d'avions de la flotte n'ait pas généré plus de difficultés, voire plus d'accidents. D'autant qu'une situation identique à celle du vol 1951 s'était déjà produite sur le même avion. Sur 2 vols récents, ils ont eu exactement le même problème. À 2 reprises, durant les 48 heures précédant l'accident, le radioaltimètre avait affiché une altitude négative, déclenchant par le biais de l'ordinateur le mode atterrissage. À chaque fois, l'équipage s'était aperçu du problème et avait récupéré la situation en désarmant la poussée automatique des réacteurs. Vous n'avez qu'à le désactiver et piloter l'avion. Durant les mois qui ont suivi l'accident, d'autres compagnies équipées de 737-800 ont signalé le même type de problème. En Australie, aux Pays-Bas, au Canada, en Autriche, des pilotes ont vécu la même chose. Une fausse indication du radioaltimètre gauche, entraînant l'ordinateur de bord à passer en mode atterrissage. Tous ont eu la même réaction en désactivant la poussée automatique et en conservant manuellement le contrôle des moteurs. Et tous ont atterri en toute sécurité. Des choses peuvent dysfonctionner dans un avion, mais en général, vous êtes capable de les identifier, de les désactiver et de faire en sorte que ça ne devienne pas une menace pour l'atterrissage. En 2008, Boeing, le constructeur du 737, reçut un volumineux rapport composé de 2569 comptes rendus d'incidents impliquant le radioaltimètre gauche de l'avion. Fort heureusement, tous n'avaient pas entraîné le passage en mode atterrissage de l'appareil. Encore plus étonnant, Boeing a évidemment essayé de régler le problème. En vain. La cause de ces pannes n'a jamais été identifiée. Finalement, le constructeur a conclu qu'une panne de radioaltimètre n'était pas une véritable menace pour la sécurité des vols, puisque des alarmes avertissaient l'équipage. D'ailleurs, jusqu'à présent, les pilotes avaient toujours su gérer la situation, sauf dans le cas du vol 1951. Quel fut donc l'élément supplémentaire qui a fait basculer la situation ? Nous nous sommes vraiment demandé ce qu'il s'était passé. C'est pourquoi nous avons observé de très près l'attitude des pilotes lorsqu'ils étaient en phase d'approche finale, en dessous des 1000 pieds. Car évidemment, tout s'est joué dans les derniers instants. Comme d'habitude, dans une catastrophe aérienne, ce n'est pas une cause, mais un enchaînement de causes qui a provoqué la catastrophe. Un enchaînement de circonstances. Donc, que s'est-il passé quand l'avion est passé en mode atterrissage? En fait, l'avion s'est mis en mode atterrissage et a réduit ses 2 moteurs au plus mauvais moment, alors qu'il était en descente rapide pour aller chercher sa pente d'approche. Ça a masqué ce qui était en train de se passer. Pour récupérer la pente d'approche, l'équipage avait configuré l'avion pour qu'il descende rapidement, sans prendre de vitesse. Les 3 pilotes s'attendaient donc à voir leur appareil ralentir. Ils n'ont pas compris que l'avion ralentissait parce qu'en fait, il était passé en mode atterrissage. Cela s'est passé de façon insidieuse. Quand l'avion s'est mis en mode atterrissage, cela ne les a pas perturbés, car étant assez haut et volant à une vitesse élevée, ils avaient de toute façon l'intention de réduire leur puissance. Mais en fait, la manette devait déjà être en mode ralenti quand ils ont commencé à descendre et ralentir. Voilà, les ennuis commencent ici à 8300 pieds, à 13 000 de l'aéroport, quelques minutes avant le crash. Amsterdam de Turkish 1951, descendons à 7000, vitesse 250. Turkish 1951, descendez à 4000. Vitesse correcte pour ILS. Unité 8 droite. C'est le radioaltimètre. Est-ce que les pilotes pouvaient savoir qu'à cause de ce radioaltimètre, le calculateur allait se placer en mode atterrissage? Non. Le problème était connu de la compagnie, mais l'équipage n'a pas su mesurer le risque qu'il pouvait représenter sur ce vol.
Nous avons un avion avec une défaillance technique assez mineure en soi, mais qui, si elle n'est pas détectée, peut se transformer en une chose très dangereuse, et ce fut le cas. Turkish 1951, descendez à 2000. 2000, vol 1951. Turkish 1951, virez à gauche au 210. Approche autorisée 18 droite. Gauche 2, unité 0, ILS correct. Turkish 1951. Là, avec un cap au 210, ils se maintiennent à 2000 pieds et se positionnent dans l'axe à 5,5 milles de la piste. Ils doivent maintenant intercepter la pente d'approche depuis le haut. À 2000 pieds, les pilotes doivent réduire leur vitesse et descendre rapidement pour rattraper la pente d'approche. Vitesse 140. Ils pensent que la poussée automatique réduit les gaz parce qu'ils sont en descente. Alors qu'en fait, l'automanette ralentit l'avion parce qu'il s'est mis en mode atterrissage. Et l'automatisme va continuer à le ralentir jusqu'au moment où il va décrocher. Ce que nous avons découvert, c'est que les pilotes procédaient à leur checklist d'avant-atterrissage au moment où ils auraient dû être totalement concentrés sur le pilotage de l'appareil. Durant la centaine de secondes qui suit, pas un ne remarque ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Altitude établie. 1000. Check. Volet à 40. Vitesse réglée. Le troisième pilote remarque que le copilote est un peu en retard pour l'approche. Donc il annonce l'orientation des volets à 40 et active le levier tout en informant le copilote de sa manœuvre. Il essaie de l'aider à rattraper la position de l'avion. Aérofrein. Aérofrein armé, 3 vertes. Une chose à la fois. Train d'atterrissage. L'avion est maintenant à 700 pieds, à peine 210 mètres au-dessus du sol. 3 vertes. Volet. Volet à 40, voyant vert. Dans leur précipitation à terminer la checklist, aucun des 3 pilotes ne remarque les alarmes indiquant que la vitesse diminue dangereusement. Tout d'abord, des barres rouges apparaissent sur l'écran de contrôle. Puis un clignotant s'affiche à côté de l'indicateur de vitesse, mais personne ne le voit. Cabine passager prête. L'avion est maintenant à 600 pieds du sol. Quand les choses commencent à changer de couleur, c'est un signal fort pour vous. Cela vous avertit que vous approchez des limites de l'appareil. Remise de gaz, altitude calée. 500 pieds. L'équipage avait sous les yeux toutes ces alarmes indiquant que l'avion ralentissait. Pendant ce temps, il terminait sa checklist. Bien sûr, l'avion se rapproche du sol. Il passe 500 pieds, 150 mètres d'altitude. Et juste avant que le vibreur de manche ne se mette en route, le commandant dit au 3e pilote « Prévenez le personnel de bord. PNC, regagnez vos sièges. Vitesse, monsieur. Ce contrôle. Au moment où ils ont voulu pousser la manette pour remettre les gaz, il était trop tard. Les moteurs étaient trop lents pour pouvoir repartir. Et voilà, il était trop tard pour sauver l'avion. Il savait que l'altimètre avait un problème, mais ça n'a pas été suffisant. Boeing non plus n'avait pas imaginé l'effet potentiellement dangereux d'un radioaltimètre défaillant. Pourtant, ce 25 février 2009, c'est bien la panne du radioaltimètre qui a déclenché une série d'événements menant au crash et à la mort de 9 personnes. Officiellement, le rapport d'enquête parle d'un concours de circonstances. Il n'y a jamais qu'une seule cause à un accident d'avion. Ce n'est pas possible. À moins que Dieu ne décide d'en dégommer un, mais à part ça, il n'y a jamais qu'une seule cause. Évidemment, le rapport hollandais pointe également la responsabilité de Boeing, qui n'avait pas imaginé qu'une si petite défaillance puisse entraîner une si grosse catastrophe. Mais derrière tous ces constats se pose une dernière question, fondamentale. Les avions de ligne modernes ne sont-ils pas devenus trop perfectionnés, tellement complexes qu'ils échappent à ceux qui sont censés les maîtriser, les pilotes? Car ce n'est pas la première fois qu'un équipage perd le contrôle d'un avion qu'il ne comprend plus. Notre problème n'est pas l'automatisation. Notre problème, c'est la qualité de la formation et la capacité des êtres humains à réparer les erreurs faites dans le cadre de leur collaboration avec cette automatisation.
Mika Hensley étudie la relation entre les pilotes et la technologie. Nous n'avons pas encore conçu des automatismes capables de tirer profit de ce que les hommes savent faire et de laisser de côté ce qu'ils ne savent pas bien faire. En 1996, un 757 d'Aéropérou s'est écrasé parce que les pilotes n'ont pas su interpréter les informations contradictoires d'altitude et de vitesse affichées sur leur tableau de bord. L'avion finit par percuter l'océan Pacifique, tuant ses 61 passagers et ses 9 membres d'équipage. En 1995, l'ordinateur de vol d'un 757 d'American Airlines aurait dû guider l'avion en toute sécurité vers la piste de Cali, en Colombie. Mais un changement du plan de vol de dernière minute obligea l'équipage à reprogrammer l'ordinateur. Une simple erreur de saisie non détectée enverra l'avion percuter une montagne de 3000 mètres. Bilan, 159 morts. Ce qui est édifiant, c'est que nous avons tous ces équipements. Nous disposons de machines informatiques si sophistiquées que nous ne savons plus communiquer avec elles. Et quand elles deviennent folles, qu'elles rencontrent un problème ou que nous faisons une erreur de programmation, nous finissons par nous mettre nous-mêmes et nos passagers en danger, en essayant de comprendre ce qu'il se passe. La NASA travaille aujourd'hui sur un projet baptisé Intelligence intégrée au poste de pilotage pour aider les pilotes à mieux exploiter toute la technologie disponible dans le cockpit. Ils cherchent à développer des systèmes d'assistance de vol automatisés, des systèmes de reconnaissance vocale. Ils ont développé des nouveaux types de microphones, des puces à conduction osseuse. Ils développent de nouveaux programmes pour mieux appréhender l'environnement de l'appareil, être capable de détecter où sont les autres avions. Certains chercheurs estiment que la technologie n'est pas destinée à remplacer le pilote, mais à l'assister. Pour faire cohabiter plus efficacement les gens et la technologie, il faudrait concevoir des programmes plus simples à comprendre, tant dans leur utilisation que dans leur programmation. Vous ne devriez pas avoir à appuyer sur 16 boutons et entrer dans 8 différents niveaux de menu pour arriver à savoir ce qu'il se passe dans le système. Cela devrait être intégré et présenté efficacement. Ça devrait être aussi simple que de communiquer avec la personne assise à côté de soi. Les deux premiers constructeurs mondiaux, Boeing et Airbus, ont deux approches très différentes des relations entre l'homme et la machine. Ainsi, Airbus privilégie l'ordinateur de bord, à qui il attribue des compétences importantes, y compris celle de désobéir au pilote. De leur point de vue, c'est une façon d'éviter l'erreur humaine, en s'assurant que l'avion ne fera rien qui pourrait le faire tomber, même si l'homme le voulait. Boeing a une approche très différente, consistant à fournir au pilote les bonnes informations au bon moment pour lui permettre de prendre la bonne décision. Avoir plus d'informations est positif pour le pilote. Qu'il soit au centre du processus de pilotage, ça me plaît. Airbus soutiendra avec véhémence qu'il s'agit d'un point de vue archaïque et incorrect. Je pense que la question est ouverte. Le rapport final sur l'accident du vol 1951 met principalement en cause une défaillance technique. À cause d'un radioaltimètre défectueux, l'automanette s'est mise sur un mode de vol inapproprié, ce qui est bien sûr très dangereux. L'origine de la défaillance du radioaltimètre n'a jamais été découverte. Et les autorités hollandaises exigèrent de Boeing l'amélioration de la fiabilité du système. Nous avons beaucoup appris sur le système du radioaltimètre et sur sa façon d'agir sur l'automanette. Boeing travaille actuellement sur l'amélioration du système pour tenter d'éviter que ce genre de problème ne se reproduise. Mais le rapport a également mis en lumière la responsabilité des trois pilotes, qui à aucun moment n'ont réalisé que leur avion ralentissait dangereusement. Oubliez qu'il y a l'automanette. Vous vérifiez la vitesse et vous vérifiez l'altitude. Vous pouvez regarder par cette satanée fenêtre, si vous le voulez, mais vous devez toujours connaître votre vitesse, car elle est un élément crucial pour rester en vie dans un avion. Mais pour Mika Hensley, la faute des pilotes est très compréhensible. Et la vraie responsabilité incombe aux instruments et surtout aux automatismes. C'est très difficile de contrôler des automatismes. C'est une des choses que l'homme ne sait pas bien faire. Nous sommes très doués pour prendre des décisions sur le vif. Nous sommes très doués pour trouver des solutions innovantes à des problèmes. Mais faire du contrôle d'automatisme, c'est le genre de choses que l'homme ne sait pas bien faire. Alors la solution serait de créer des automatismes qui travaillent avec les gens de façon à les rendre plus actifs, à les impliquer cognitivement et les placer au centre de la manœuvre, et non pas à leur faire contrôler un automatisme pour savoir s'il fait bien ce qu'il a à faire. Qui a le dernier mot?
Le pilote devrait pouvoir dire « Je ne sais pas ce que cet instrument est en train de faire, mais je le désactive et je fais voler mon avion ». Faire voler l'avion, c'est probablement la chose la plus sensée que l'on puisse apprendre lors d'une formation de pilotage. Faire voler l'avion, c'est ce qu'il faut faire. Le reste ne compte pas. Et c'est ce que eux ont oublié de faire.